Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les mammifères du Costa Rica. Des mammifères, des reptiles, d'amphibiens entre autres, mais surtout des mammifères, c'est impressionnant. Et je peux dire aussi que l'étude de la mastozoologie, c'est-à-dire des grands mammifères dans notre pays, remonte au début du 19e siècle. Je vous avais dit justement dans la vidéo du tourisme et de l'histoire du tourisme que les premiers touristes qui étaient venus au Costa Rica étaient des scientifiques. Donc voilà pourquoi il y a tout qui a un lien. C'est très intéressant en tout cas. Et on avait justement tout au début du 19e siècle le premier naturaliste européen comme nous savons Alfredo, nous savons aussi Celedon, c'était les plus connus en tout cas. Et puis malgré les études approfondies réalisées au Costa Rica, il reste encore énormément d'espèces à découvrir, à recenser également. Et preuve de ceci, du fait qu'on a encore d'espèces à découvrir, c'est que dans les dernières années, dizaine, vingtaine d'années, nous avons découvert, ou les scientifiques ont découvert plutôt, 11 espèces de mammifères au Costa Rica, ce qui est justement énorme. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui, en 2024, plus des 240 249 pour être exact, espèces recensées des mammifères au Costa Rica. Les ordres les plus connus dans notre pays, nous savons par exemple les chiroptères, donc je vous ai parlé dans la vidéo précédente, ce sont des chauves-souris avec 114 espèces. On a également les rodentia, ce sont par exemple les agoutis, les pacas, comme la première espèce que nous voyons sur l'image, la plus petite en tout cas. Après, nous avons également les 47 espèces des cétacés. Ceux-ci, ce sont principalement le dauphin, dossier, les baleines. On a trois espèces très connues de baleines au Costa Rica. On a la baleine à bosse, on a la fosse orque, entre autres. Et puis nous avons 31 espèces, 31 espèces dans l'ordre justement de cétacés dont je vous ai parlé. Et puis on a enfin 4 espèces des carnivores qui comportent aussi le félin. Sur les 11 espèces qu'ils ont ajoutées à cette liste, il s'agit principalement de subespèces, c'est-à-dire des espèces qui en résultent des espèces qui étaient déjà existantes. Et on peut dire aussi qu'au niveau des faunes de mammifères au Costa Rica, nous sommes également très riches parce que nous avons environ 23 espèces qui sont endémiques de notre pays. Principalement, ce sont des espèces qui vivent vraiment en hauteur, à plus de 10 000-30 000 mètres. Donc c'est très très intéressant pour nous. Avec ceci, on peut affirmer, je peux affirmer, en tout cas, que même si nous avons un pays de 51 000 km², soit les 3% du territoire mondial, je vous le dis, et c'est pour ça que j'insiste, le Costa Rica présente une très grande diversité euh, par rapport à des pays, par exemple, aussi grands que le Mexique, aussi grands que les États-Unis. Et si on parle de mammifères, et si on compare les mammifères que nous avons chez nous à ceux qui existent en France, on est vraiment gagnant au niveau en quantité d'espèces. Cette richesse est très élevée et on le sait bien que ceci est principalement associé à la position géographique de notre pays, car le Costa Rica a servi de pont et de barrière pour les différents groupes de mammifères provenant du nord et aussi du sud du continent, donnant lieu à un assemblage avec des espèces d'origine des deux hémisphères. Donc on est très fortuné. Je vous ai déjà parlé de cette espèce. Je vous avais dit que pour moi, il s'agit du jardinier de la forêt. On l'appelle comme les Tapirus bardi. C'est un animal que j'affectionne beaucoup. Quand j'étais petite, j'allais avec ma soeur aînée, on allait chercher des excréments, notamment de cette espèce. On adore un arbre qui existe au Costa Rica, qui s'appelle Jicarodanto. Le nom scientifique, si je ne me trompe pas, c'est Parmentiera valerii. Et ma soeur, elle affectionne beaucoup cette espèce végétale. Et lorsqu'elle voulait justement reproduire cette espèce, elle me disait, tiens, on va dans la forêt, on va chercher là où il y aura des empreintes
des tapirs. Et on va aussi trouver les excréments, les selles de ces animaux. Donc on les cherchait, et après on le plantait, et puis on allait dans la forêt pour replanter ces arbres, parce que pour nous, il s'agissait justement d'un arbre qui a beaucoup d'importance, qui attire énormément d'autres mammifères tels que les chauves-souris, et qui est endémique justement notre cordillère, de notre pays en tout cas. Il s'agit d'un animal très grand qui a été aussi chassé pendant longtemps. C'est un animal qui est en danger d'extinction et qui, heureusement, il y a des programmes qui existent maintenant. Il y a des personnes conservatrices de l'environnement qui vont chercher à éduquer la population. On a un projet à Bihagwa, euh, justement dans mon ancien village. Et il y a un festival, et je vous invite vraiment à chercher des informations là-dessus, le festival de la dinde dans cette région. Donc, on va vous apprendre tout ce qui est à l'histoire naturelle de cet animal, on va vous apprendre à comment l'identifier, parce qu'il existe d'autres tapirs en Amérique du Sud, et des fois on a une tendance à s'être entré, à utiliser par exemple des photos sur les réseaux sociaux ou pour donner des informations et faire envie aux touristes. L'espèce du Costa Rica s'appelle Tapirus bardi. Elle arrive à faire presque du mètre de grand. On les trouve facilement vers el Cerro de la Muerte. Il y a une population importante à Villagua del Pala, entre le volcan Telorio et le volcan Miravalles. Il y a également un Rincón de la Vieja, c'est un animal assez furtif, il est très calme si on respecte, si on s'approche, si on le voit un peu dans la nature. Vous pouvez aussi le voir à Corcovado, j'ai eu l'opportunité de le voir avec des bébés plusieurs fois, des touristes qui avaient des larmes aux yeux tellement ils étaient contents de voir ces grands mammifères, les plus grands de l'Amérique centrale en tout cas. Et ce sont justement des endroits, des parcs protégés, et là où il y aura suffisamment de nourriture pour qu'ils puissent s'approvisionner justement de ceci. Donc ça, c'est notre première espèce. Nous avons après les singes araignées, qui est connu comme les singes araignées aux mains noires. Je m'excuse. Il est aussi connu sur le nom de Athel de Geoffroy, ou Geoffroy également. Il appartient à la famille des primates, à la famille des satellidés surtout, et il vit seulement en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Il va mesurer entre 35 à 65 cm et il est pour moi l'un des singes les plus mignons, en tout cas avec ses yeux un peu plissonnés, avec les couleurs qui peuvent varier du noir, du brun et même beige. Surtout à Rincón de la Vieja, on le trouve dans la couleur plutôt beige. Ce qui est très intéressant, c'est aussi ses longues pattes, ses longues mains. Et également, c'est un animal qui a une queue préhensible, c'est-à-dire une queue qui va lui permettre, ça va fonctionner comme un cinquième bras, qui va lui permettre justement de bien se tenir aux arbres, aux branches. Il peut peser entre 7 à 9 grammes. Et il est principalement herbivore. Il mange principalement aussi herbivore, mais principalement frugivore plutôt. Donc c'est ça sa prédominance, c'est ça ce qu'il préfère, c'est les fruits, manger des fruits. Il se nourrit 80% de sa nourriture, ce sont les fruits. Après, bien sûr, quand il n'y a pas autant, bah, il va manger des feuilles, des fleurs, des graines, entre autres. Il s'agit d'un animal grégaire, c'est un mot que j'ai utilisé dans la vidéo d'histoire naturelle, j'espère que vous vous en souvenez, c'est-à-dire un animal qui va vivre dans un groupe de singes, aussi dans un autre groupe. Donc, et ces groupes peuvent avoir entre 10 à 20 individus, mais parfois on peut les trouver en petits groupes, et c'est rare qu'on les trouve 100% solitaires, donc ça c'est plutôt rare. Il s'agit des singes qui sont plutôt actifs en début de matinée et en fin de journée. Si vous voulez les voir, je vous conseille d'aller vers Rincón de la Vieja ou Corcovado. J'en ai facilement vu à Caño Negro. C'est là où j'ai eu l'opportunité de voir de plus près et de plus observer son comportement qui est très intéressant. Ils ont une caractéristique qui me semble impressionnante. C'est le fait, pas seulement d'être très agile, qu'il saute d'arbre en arbre avec ses longues pattes, et il est tellement rapide que c'est pour ça qu'on le connaît comme les singes araignées, mais bah, ça fait un peu référence à l'homme araignée qui saute aussi facilement. Euh, je disais que sa longue queue était préhensible parce que ça glissait justement assez balancier justement lors des déplacements pour aller plus vite. Mais on dit que ses bras sont comme aussi ceux des araignées qui sont très longs. Et je disais qu'il y a
quelque chose qui me frappe de ces singes, c'est le fait que les pouces des singes araignées sont réduits à l'état de vestige, c'est-à-dire qu'ils ont perdu presque la totalité de leurs pouces, et ce qui représente une adaptation à un mode de vie arboricole, et ils utilisent leurs mains comme des crochets, comme si on faisait de l'acrobranche, et ça leur permet de se déplacer, de s'avancer à très grande vitesse, parce qu'ils vont trop vite, ils vont parcourir des kilomètres à la recherche de nourriture, hein. C'est pas des sédentaires en tout cas. Après, nous savons un deuxième singe, c'est les singes capucins en tête blanche, qui est également impressionnant. C'est ces singes capucins, ou Cebus capucinus, comme on les connaît sous le nom scientifique. C'est de la famille des Célidae, qui accueille les capucins à tête blanche, et il existe plusieurs subespèces qui se distribuent en Amérique du Sud, en Amérique centrale, et aussi vers le Mexique. Il occupe les étages d'altitude depuis le niveau de l'océan jusqu'au confort de la cordillère des Andes. Donc, ce sont des espèces qui peuvent vivre dans des altitudes. C'est un peu plus rare de les voir dans des terres hautes du Costa Rica, mais on peut les trouver quand même. Il est principalement arboricole. Il vit la partie, justement, la plus grande partie de sa vie dans la canopée. J'ai pris cette photo, il était assez long en fait. Quand je l'ai vu, et le jour où j'ai pris cette photo, j'étais un peu surprise parce que j'ai vu un singe qui avait ce pelage plutôt blond, mais après un autre qui était avec un pelage plutôt plus rouge. Donc ça, c'était du côté des Guanacaste. Euh, Ils sont très, très intelligents, très, très malins. Son régime alimentaire est très varié. Il peut se nourrir des grains, des bourgeons, des fruits, des fleurs, d'insectes, des crabes, des lézards, des œufs, et des fois on l'a vu en train de manger d'autres mammifères, euh, plus petits que lui, bien sûr. Il est sociable, il est grégaire, et les groupes peuvent se composer d'une trentaine de membres. Et il s'agit d'un animal qui consacre beaucoup de temps, on va dire un deuxième ou un tiers de temps de sa vie à la recherche de nourriture et aussi aux activités sociales. Il y avait un Guanacaste dans une réserve naturelle, tout près de Bagaces. Là-bas, il y avait des études qui montraient qu'il y avait des gens qui suivaient. Moi, j'ai accompagné deux fois ces scientifiques. On allait chercher des singes pour voir à quel niveau ils étaient territoriaux, pour voir aussi comment ils allaient passer leur temps au niveau social. On a vu qu'ils passent beaucoup de temps à s'épouiller et aussi des fois à dormir, donc c'est intéressant. Et pendant ces études, ces observations, les scientifiques ont observé les Cebus capucinus en train d'utiliser une substance répulsive de certains insectes, principalement des scolopendres, ce qu'on connaît comme les scolopendres, ce sont des mille-pattes. Et ils utilisent ceci, ils se frottaient avec l'insecte pour éloigner des moustiques. Donc c'est un singe qui va prendre cet animal toxique, il va se frotter les pélages avec, et pour avoir cet insecticide naturel. Et bien sûr, il est aussi intelligent qu'il peut utiliser des outils différents pour casser des coques, pour ouvrir des fruits, pour manger des huîtres, des carapaces, des crabes. C'est vraiment très intéressant. Et il y a des scientifiques qui vont étudier le comportement de cet animal, justement au niveau médical. Donc il y a plutôt des médecins qui disent que c'est un animal qui pourrait aider à la réadaptation fonctionnelle et sociale des personnes tétraplégiques. Ce qui est très très intéressant pour un petit singe que l'on trouve facilement dans notre pays. Et puis nous avons les singes hurleurs, dont je me permets de vous mettre un peu le son. Et puis voilà, je me permets de revenir en arrière. Je vais trop avancer parce que je voulais vous faire entendre justement le bruit que cette singe, c'est pour ça qu'on les connaît comme singe hurleurs, parce qu'il hurle, il fait ces bruits. Ça, c'était une vidéo qui était faite à Guanacaste. Donc, pour moi, à mon avis, il s'agit l'un des symboles les plus importants de la forêt tropicale.
Il s'appelle justement singe hurleur parce qu'il hurle au moment les plus actifs de sa journée. Mais il s'agit aussi d'un petit paresseux parce qu'il peut dormir pendant longtemps. C'est plutôt le mâle qui va marquer son territoire, qui va communiquer les plus forts aussi. Et vu que la végétation est tellement dense dans la canopée, bah, il y a des singes qui vont tout faire pour pouvoir se faire entendre. Et ils ont un os qui s'appelle un os hyoïde et qui est 25 fois plus grand que chez les autres singes. Ça va leur permettre d'amplifier le son. Leur gorge, tel qu'on le voit justement dans la vidéo quand il ouvre sa bouche, on va voir que ça va jouer une sorte de caisse, comme si c'était une caisse de résonance qui va permettre de faire ces bruits et partir très loin, à plus d'1 kilomètre en tout cas, on les entend. Il vit dans la cime des arbres, bien souvent à plusieurs mètres de hauteur, il est rattaché aux branches par sa queue prehensile. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une queue prehensile. Et on peut dire qu'il est un peu moins acrobate et démonstratif que les singes araignées qu'on vient justement de décrire. Son activité diurne reste très réduite, mais c'est prudent en conséquence de son régime alimentaire, car les singes hurleurs est folivore, c'est-à-dire qu'il passe énormément de temps à manger des feuilles, et il a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir digérer la celluleuse du kilomètre des feuilles qu'il mange, donc c'est très peu énergétique, et il en a besoin vraiment de beaucoup de repos. C'est un peu comme les paresseux en tout cas, donc je parlerai par la suite après parler de singes et d'autres animaux. Maintenant, voici mon singe préféré du Costa Rica, pas seulement parce qu'il est tout mignon, tout petit, et extrêmement intelligent, mais aussi parce qu'il s'agit d'une espèce qui est en train de disparaître et que l'on trouve principalement au Costa Rica et au Panama, principalement au Costa Rica en fait, et seulement dans la partie sud de notre pays. Il est aussi appelé singe écureuil, il est arboricole, il a un pelage plutôt court par rapport aux autres et très dense, qui lui donne cette terre tout mignon. Il a des yeux noirs, tels que vous les voyez, qui font comme une sorte de masque, donc ça peut nous aider à différencier d'autres espèces. Les oreilles sont plutôt petites, mais bien décollées, et prolongées aussi. Il a un régime plutôt insectivore, et la queue est très longue. Ce qui est très bizarre, c'est qu'ils ont une queue très longue, mais il ne s'agit pas d'une queue prehensile. Donc c'est plutôt les juvéniles. Il peut avoir une queue prehensile, mais une fois qu'il devient adulte, la queue peut changer. Et il va justement perdre cette capacité prehensile, en tout cas. Il existe 4 sous-espèces, et on peut dire qu'il est présent dans le nord-ouest de l'Amérique centrale, et justement aussi donc d'autres espèces, pas celle-ci, mais d'autres espèces de singes araignées sont présentes dans les Amazones, dans la partie amazonienne, justement du Brésil et la Colombie. On les trouve principalement dans les forêts secondaires, plus riches en nourriture. Ce sont justement des endroits qui sont plutôt inondés. Il y a des forêts aussi, plutôt des couloirs, qui vont border les rivières, des fleuves. Ils adorent les lianes et ils adorent aussi la mangrove. Ils vivent plutôt en troupes qui se composent de 12 à une centaine d'individus. Donc, si vous avez l'opportunité de faire un tour à Corcovado, vous allez apprécier ces acrobates qui sont incroyables. Ce sont principalement les femelles qui vont diriger les déplacements et qui maintiennent l'unité des groupes. Les mâles, ils sont plutôt indépendants, sauf à la période de reproduction, bien sûr. Il faut être pressant. Ils restent principalement en périphérie. Et il n'y a pas vraiment de hiérarchie marquée, même si les femelles sont plutôt supérieures. Hein. On ne va pas dire autre chose. C'est une chose évidente parce que c'est elles qui disent qu'on aller et qu'on pas y aller. Normalement, les femelles restent plutôt en groupe et les mâles, ils s'émigrent plutôt à la maturité sexuelle. Il est très actif en tant que singe, très curieux. Il est plutôt diurne et il est très, très rapide. Donc, il a une aisance que je considère stupéfiante. Et il aime bien prendre les mêmes pistes, les mêmes endroits, il aime bien marquer d'empreintes de rente et puis passer dans la canopée au niveau du sol. Mais c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'un singe qui ne pratique pas les grooming ou ce qu'on connaît comme les toilettages. Normalement, les singes, ils ont ces comportements de toilettage pour réduire les problèmes, pour devenir plutôt des amis. Et ceux-ci, ils ne les font pas, donc ce sont des singes qui vont un peu se battre de temps en temps. C'est un animal dont la seule défense est la fuite.
Et il s'est fait justement des fois attaquer ou chasser par les aigles, par des félins, surtout au sud du Costa Rica. Et oui, des fois, il aime bien manger quelques fruits, mais c'est rare. Donc, ce qui concerne sa nourriture, il aime bien les sauterelles, les menthes religieuses, les larves, quelques fruits, des noix, des bourgeons aussi. Euh, des fois, il aime bien manger des mollusques. En tout cas, moi, je l'ai observé faire ceci au Corcovado, quand je devais m'y rendre avec des touristes. Et en ce qui concerne les Samiri orstedi, l'espèce menacée du Costa Rica et du Panama, il faut faire attention parce que c'est plutôt la déforestation qui est la cause principale des disparitions ou des sans-risques élevés de disparition. En tout cas, il y a aussi l'emploi des pesticides. Il y a aussi le fait d'avoir un tourisme non responsable qui met cette espèce en péril. Et il y a également le trafic d'espèces animalières, justement, qui ont réduit les groupes de cette espèce. Parlons maintenant l'un des mammifères les plus impressionnants d'Amérique. C'est un prédateur redoutable. Il est plus facile à trouver au Brésil, au Costa Rica. Il reste très très timide. Il est très à l'aise dans l'eau, aussi que sur la terre ferme, ou même dans les arbres. C'est un incroyable animal. C'est un grand félin. Et on peut dire que c'est les plus grand félin américain et qui se distingue grâce à sa petite robe tachetée, comme vous le voyez, des petites taches par-ci par-là. On dit que ces taches sont l'empreinte de l'animal parce qu'on peut reconnaître un individu de l'autre grâce à ceci. C'est un prédateur plutôt solitaire. Il est connu par sa force, son agilité et sa capacité de nager. Il est présent dans les écosystèmes d'importance. Il va jouer un rôle primordial pour l'équilibre de la chaîne alimentaire biologique. Et les adultes peuvent peser de 56 kg à 96 kg, donc ce qui est incroyable pour un mammifère terrestre. Et normalement, ce sont les mâles qui sont les plus grands, plus que les femelles. Ils peuvent mesurer 1,2 m, 1,9 m du long. Et bien sûr, là, on ne compte pas la queue. En tout cas, les régimes alimentaires de ces animaux, ce sont plutôt les jaguars, désolé, les tapirs, les cerfs. Le pays carré, vous voyez à quel point je l'aime. Je dis jaguar 1000 fois par minute, en tout cas, ça m'impressionne. C'est des animaux qui sont incroyables. Bien sûr, c'est des chasseurs des grands mammifères. Ils peuvent aussi, au Costa Rica, en tout cas, ils mangent les tortues marines, telles que la tortue loute. On a aussi des jaguars qui se nourrissent des caïmans qui vont maintenir un peu l'équilibre de ces populations. On a ces animaux plutôt dans des zones forestières, dans des forêts plutôt tropicales humides, et ils vont être plutôt près des l'eau. Donc là où il y a suffisamment d'eau, c'est là où ils vont être, parce qu'ils en ont besoin pour leur survie. On peut également le trouver dans des mangroves ou dans des zones de transition de la forêt, quelques prairies, mais c'est des animaux qui vont très à l'intérieur de la forêt et qui ne se font pas trouver facilement, en tout cas euh, par les personnes, par les humains. Ils n'aiment pas trop les contacts. En tout cas, c'est des animaux qui vont plutôt rester assez loin de nous. Il a été considéré, et il est encore considéré comme une figure mythique. Je ne sais pas si vous aviez remarqué quand j'avais parlé de la fête des Los Diablitos ou des fêtes des groupes autochtones du Costa Rica, il y avait des fois des masques en forme de jaguar. Donc c'est pour ça aussi qu'il devient une figure, une espèce emblématique dans l'Amérique centrale et aussi dans l'Amérique du Sud. Euh, les jaguars et aussi associé à des qualités telles que la force, la puissance et la sagesse. Son image est souvent utilisée dans les arts, dans les légendes, dans les groupes tributaires, il nous parle des légendes des jaguars, mais malheureusement, en raison de la destruction de leur habitat et de la chasse excessive, c'est une population qui a diminué au fil des années. Et ça a rendu l'observation de ces animaux vraiment rare, de plus en plus rare. Mais il y a encore de l'espoir, je trouve, parce qu'aujourd'hui, les Costa Rica met en œuvre des mesures de conservation pour protéger les jaguars et préserver leur habitat. Et quand on protège l'habitat des animaux aussi grands, on protège aussi l'habitat d'autres mammifères, ce qui est très très important. Il y a par exemple la conservation, le groupe de conservation OSA, où ils travaillent effectivement pour la préservation et l'habitat de cet animal.
et aussi pour la sensibilisation, c'est ça qui compte du public et aux enjeux de conservation, parce qu'il faut aussi que les nouvelles générations apprennent. Il y a également la Fondation Jaguar, ils réalisent des recherches sur les jaguars, soutiennent des projets de conservation et ils mettent tout en œuvre pour l'éducation environnementale également. Puis nous avons l'Ocelot, Leopardus pardalis. Donc on ne les connaît pas sous le nom des léopards, mais plutôt un Ocelot. Il s'agit d'un mammifère carnivore de la famille des félins, que vous voyez les caractéristiques, hein, à quel point ça ressemble à notre félin. Son nom est d'origine nahuatl, mais son nom peut aussi venir du fait que l'animal est recouvert d'un pelage ras, marqué par des taches sombres et complètement ocellé. Donc, quand on utilise le mot ocellé en biologie, c'est pour dire que la tache est plutôt arrondie, qui sert de leurre et ou des moyens d'intimidation sur la peau. Donc, ça fait peur. Il va faire comme s'il était un jaguar un peu plus grand. Quand on voit ses taches, on ne voit pas vraiment sa taille de loin et il peut faire justement peur grâce à ceci. Il s'agit d'un animal de taille moyenne, mais il est beaucoup plus grand que les marguets. On a d'autres mammifères félins beaucoup plus petits, on a une tendance à les confondre avec celui-là. Mais les marguets sont plutôt petits, tandis que l'océlo, il va peser de 9 à 13 kg. Les femelles sont un peu plus petites que les mâles, qui peuvent peser de 7 à 70 kg. Ce sont des bons grimpeurs, un peu comme les pumas en tout cas, avec lesquels ils partagent son aire de répartition. En tout cas, là où on trouve des pumas, on peut des fois trouver cette espèce. Son odorat est très très développé. Et ce qui est intéressant aussi de cet animal, c'est que des fois quand il dort, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, il repose sa tête sur ses pattes intérieures étendues, un peu comme un chien. C'est vraiment intéressant. C'est les seuls félins à dormir de cette manière. Et je l'ai entendu dans la nature et je peux vous affirmer que son cri ressemble plutôt à un chat domestique en colère. Donc mais il s'agit d'un bon chasseur, il aime bien son tir, et c'est grâce à ça qu'il se sert, c'est comme ça qu'il trouve ses proies. Une fois que la proie est capturée, il se met justement à les mordre, et puis jusqu'à ce qu'elle soit finie. En tout cas, il est magnifique ce félin. Et, il est plutôt solitaire, mais il peut des fois former des associations avec des congénères, dont les citates de son. Ça peut arriver rarement, mais ça arrive. Il communique plutôt en miaulant et il attire des partenaires justement en hurlant. Ce qui est intéressant, il est plutôt nocturne, crépusculaire, peut dormir pendant toute la journée si nécessaire, dans les creux des arbres ou dans la végétation épaisse, ou même sur des branches. Donc ils sont vraiment difficiles à trouver dans la nature en tout cas. Il faut le chercher pendant la nuit et puis comme il a un grand odorat, bah, c'est difficile parce qu'il va nous sentir avant que nous on le trouve. Bien sûr, nous savons le puma. Malheureusement, c'est pas une photo à moi, hein, c'est une photo que j'ai prise du site web de la conservation de pumas. En tout cas, la majorité des photos, les autres, elles sont à moi. C'est mon rêve de le voir dans la nature. J'espère qu'un jour je le verrai, peut-être à Corcovado. Auparavant, on croyait qu'il existait 32 espèces de pumas, mais heureusement, il y a une nouvelle classification grâce à la génétique, dont je vais vous aussi parler. Et pas vraiment à la ressemblance, parce qu'au niveau physique et morphologique, bah, ces animaux ils peuvent avoir des grandes différences selon les régions où ils habitent. On a donc trouvé 6 sous-espèces, plutôt selon l'ADN. Le puma est un très grand mammifère, ça on le voit, il est mastoc. Il a une morphologie idéale pour la chasse et il vit plutôt en montagne, mais au Costa Rica, il est plutôt maigre. Surtout, bah, bien sûr, il s'est adapté à la chaleur et autres caractéristiques de la géographie de notre pays. Il vit plutôt dans des terres basses, en tout cas ceux de Corcovado, ils sont plutôt maigres. Il possède un corps plutôt fin et lancé, la queue très épaisse et des très longues pattes. Donc là, on ne peut pas les confondre, en tout cas. Et il est un excellent sauteur. Il peut sauter jusqu'à 4 à 5 mètres de haut pour 12 mètres de long. C'est assez long, ça c'est incroyable. Et il est aussi très rapide. Il peut faire des fois, quand il court, jusqu'à 72 km/h. Chose qui va montrer un peu la force et l'agilité qu'ils ont. Ce sont des excellents grimpeurs, des nageurs impressionnants aussi. Et leur pelage, à différence de jaguars, va aussi offrir un camouflage différent, parfait sur les sous-bois. Et ils ont une vue incroyable et un ouïe très très aiguë. C'est pour ça qu'ils sont des bons chasseurs, on peut dire. Et je vous le répète, cet animal, cette espèce-là, surtout les grands prédateurs,
Les grands mammifères vont jouer un rôle vital dans le maintien de la santé de l'équilibre d'écosystèmes. En tant que prédateurs au sommet, c'est-à-dire en haut de la chaîne, ils s'aident à contrôler les populations d'autres animaux, principalement celles des herbivores, comme les cerfs, comme les pécaris. Et cette prédation empêche les surpâturages et favorise la diversité végétale qui, à son tour, soutient l'autre grand éventail d'autres espèces, en tout cas. De plus, les pumas ils vont contribuer au phénomène connu sous le nom des cascades trophiques. La simple présence de ces animaux et de ces prédateurs peut modifier le comportement de leurs proies, affectant leur schéma d'alimentation, déplacement, et ce qui peut entraîner des avantages à l'écosystème. On dit que au Corcovado, en tout cas c'est ce que j'avais entendu dire par l'un des guides les plus connus de la région, il avait dit qu'il y avait des 40 à 50 pumas au Corcovado, c'est qui ont fait l'une des populations les plus grandes de l'Amérique centrale, parce que oui, malheureusement, ils sont rares. Passons maintenant à un tout petit félin, il s'appelle Jack Gorondi. Il est connu aussi pour être l'une des espèces les plus petites. Il est plutôt des robes noires, des fois il est brun, des fois on les trouve plutôt rousses. Il semble un chat si vous voyez bien sa tête, mais il est pattes plutôt fines et une queue très mince. On les trouve dans les forêts primaires. J'ai eu l'opportunité de les voir à plusieurs reprises à Lomas de Barbudan, à Guanacaste. Ils se déplacent volontiers dans les marécages, mais plutôt dans les forêts humides. On peut les trouver au niveau des 3200 mètres, jusqu'à le 0 mètre aussi. Et, mais c'est rare qu'on les trouve aussi. Ils préfèrent les plateaux, en tout cas les parties les plus basses de notre pays. Il est plutôt diurne, même si ça lui arrive de plutôt chasser au coucher de soleil. Et il est un très bon nageur en tout cas. Il n'est pas arboricole. Donc celui-là, on ne va pas aller chercher dans les arbres, on va aller chercher plutôt par terre. Il aime bien manger des oiseaux au sol, il aime bien les cailles, il aime bien, je vous ai parlé de ces espèces d'oiseaux assez rares au Costa Rica. Il y a un grand oiseau comme des fois qui peut chasser les tinamous. Il aime beaucoup les tinamous, en tout cas, maintenant vous connaissez, vous savez ce que c'est. Et il est vraiment agile. Des fois, il peut aussi chasser des reptiles ou des rongeurs. Il mange des invertébrés également, des fois des poissons échoués et même des grenouilles. Et moi, nous parlons de Cesseur de Virginie que vous connaissez déjà. C'est un cévité sauvage, l'un des plus abondants et les plus répandus de l'Amérique centrale et du Nord. On peut le trouver du Canada jusqu'au Pérou, et c'est pour ça qu'il a une capacité d'adaptation extraordinaire. Il tire son nom anglais, donc en anglais et même en espagnol, on les connaît comme Venado cola blanca. En anglais, c'est White-tailed deer. Et on appelle comme ça parce qu'il y a une petite couleur blanche au-dessus de sa queue qui l'exhibe lorsqu'il prend la fuite. Alors peut-être c'est pour dire qu'il est en danger, hein, c'est ce qu'on croit. Ils vivent en de tout petits groupes, ils sont constitués d'une ou plusieurs femelles, des mâles sont plutôt solitaires, mais ils reviennent bien sûr pour la période d'accouplement. Mais attention, les mâles deviennent agressifs, hein. Des fois, il y a des combats pour conquérir les femelles qui sont absurdes, mais c'est incroyable. Et un détail intéressant, c'est que c'est justement de cet animal que Walt Disney a trouvé l'inspiration pour le modèle, justement, la série comme modèle pour le film de Bambi. Et il est considéré comme, bien sûr, j'espère que vous n'avez pas oublié, quand on a parlé des symboles du Costa Rica, c'est l'un des symboles de notre pays. Et parlons de symboles. Je vais vous présenter ici justement deux photos de l'un des symboles du Costa Rica également. Il s'agit des paresseux. C'est l'un des animaux préférés des touristes. Ce sont des animaux plutôt attachants, si on peut dire ainsi. Ils sont devenus très populaires sur les réseaux sociaux également. Prises par des photos par des voyageurs du monde entier. Les paresseux, au Costa Rica, nous avons les paresseux à trois doigts, avec ces petits masques, ces petits sourires, et des poils plutôt verdâtres, et les parutions de Hoffman également. Quant aux parutions de Hoffman, aussi que les parutions de Tradois, on peut dire que ce sont des animaux plutôt herbivores, se nourrissent des feuilles, c'est pour ça qu'ils sont très longs.
Ils ont un régime alimentaire très faible en calories, une digestion comme celle de Saint-Jour-l'Heure, extrêmement lente, ce qui explique la lenteur chez eux. Et ils vivent suspendus aux arbres où ils passent la majorité de leur temps. Au sol, ils sont très vulnérables. Ils se déplacent très lentement, ils deviennent une proie très très facile. C'est pour ça qu'ils descendent rarement, surtout s'il y a des jaguars autour. En revanche, quand ils sont dans des rivières, leurs bras très longs et leurs griffes leur permettent de bien nager. Alors, parlons du paresseux de Hoffmann. On les connaît aussi comme les paresseux à deux doigts, ou les paresseux à gorge brune. Non, non, désolé. Je reprends. Donc, les paresseux de Hoffmann, c'est les paresseux à deux, justement, doigts. Des fois, je me trompe en fait, parce que c'est un peu sensible de parler des doigts lorsqu'on parle des griffes, et puis lorsque elles sont difficiles à voir. Donc, mais c'est comme ça qu'on les connaît en espagnol. C'est pour ça que je m'excuse, des fois je me trompe. Donc, on a les paresseux de Hoffmann qui ont deux doigts. C'est une espèce plutôt nocturne. Il sera beaucoup plus difficile à trouver. C'est celui justement avec les pélages plutôt longs et on dit qu'il y a un nez plutôt de cochon celui-là. Il est plutôt rapide, des fois, quand il en a besoin, en tout cas, mais surtout la nuit quand il se déplace. Et puis, on a les paresseux, cette fois-ci à trois doigts, donc les Bradypus variegatus. Ce sont des animaux incroyables. Les paresseux à trois doigts, il est très 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 attachant, on peut dire. Ce sont des animaux, tous les deux. On dit qu'ils sont longs, mais il ne faut pas parler de ça. Il s'agit juste d'un animal qui va essayer d'économiser son énergie. Oui, les paresseux sont des ruminants, un peu comme les vaches. Ils consomment des feuilles à faible valeur énergétique et très chargées en cellulose, comme justement d'autres animaux, comme d'autres singes. Puis la digestion devient très longue. Le corps a besoin de temps pour absorber le nutriment, fabriquer l'énergie. Le mode d'alimentation des paresseux et ainsi que la petite taille, ça va justement les ralentir et ils vont devoir limiter leurs dépenses énergétiques. En tout cas, on dit que ces paresseux ont un camouflage incroyable, mais pas seulement. Et c'est pour ça que j'ai pris justement cette page ici. Je voulais vous parler un peu de ceci parce que le fait de ne pas pouvoir se déplacer rapidement a rendu les paresseux vulnérables, comme j'avais déjà dit. Aussi, il passe plutôt dans la canopée des arbres, mais si vous avez remarqué, il a un pelage plutôt verdâtre. Donc ça, c'est plutôt l'une des deux espèces qui fait plutôt ça. C'est une coloration de la présence plutôt des microalgues, toutes vertes. Les microalgues, elles s'appellent Trichophilus velkii, qui poussent sur les poils, les rendant presque invisibles à voir sur les arbres. Ces microalgues lui servent de camouflage, mais pas seulement. Elles sont un complément alimentaire pour ces espèces. En fait, quand c'est paresseux, il a besoin de fois, quand il n'y a pas beaucoup de nourriture, il s'élèche les poils et il absorbe des algues qui sont bien riches en lipides, aussi que les plantes qu'il consomme. Et elles constituent une véritable source d'énergie. Une fois par semaine, les paresseux, et là je parle c'est lui à trois doigts des Bradypus variegatus. Donc, une fois par semaine, le paresseux descend de son arbre pour aller déféquer par terre. Donc, c'est un comportement étonnant, oui, je vous l'accorde, car descendre de l'arbre lui est extrêmement coûteux en énergie. On peut dire, en temps aussi. Et puis, il se met plutôt à la merci des prédateurs. Mais bon, quel serait l'intérêt de faire caca, d'excréter par terre? Pourquoi il le fait, ces petits il faut voir qu'il s'avère que le pelage du paresseux n'héberge pas seulement des algues, mais aussi des petits papillons, dont justement la famille des cryptocées ou des cryptos, qui ont un cycle de vie très lié à lui, c'est-à-dire une relation plutôt symbiotique avec celui de leur hôte. Ces papillons vivent leur vie d'adulte dans les pélages du paresseux, où ils se nourrissent des sécrétions de la peau, tout en étant protégés des oiseaux. Les paresseux, on peut leur donner comme une petite maison. Les larves de ces petits papillons sont coprophages, c'est-à-dire qu'ils vont vivre dans les excréments, dans les crottes des paresseux. Ainsi, les paresseux, lorsqu'ils descendent des larves pour déféquer, les papillons en profitent pour aller prendre leurs œufs dans justement ces selles, ces fesses,
Et les larves aussi vont se développer tranquillement. Une fois adultes, elles vont s'envoler à la recherche d'un nouvel hôte de paresseux. Là, plus les paresseux possèdent des papillons, plus il y aura des algues. Donc ça, c'est très intéressant. Il s'agit des relations plutôt mutualistes qui ont un impact conséquent dans la vie, dans le monde de vie de ces espèces. Chacune va être très importante pour l'autre et il est indispensable que ces relations se maintiennent même si des fois il y a des comportements étranges qui en sortent, mais on peut dire que c'est avantageux pour les deux. Donc vous voyez, justement, le paresseux, il doit descendre une fois par semaine. Et on va bien expliquer sur cette image tout ce que je viens de vous mentionner. Passons maintenant au cacajou. On est à l'espèce numéro 12. Il s'agit j'ai sélectionné quelques espèces parce qu'on en a tellement que je ne peux pas tout vous dire. Donc, on a des espèces qui ressemblent énormément, les quinquajous, Pontus flabus, on a le lingot commun aussi, mais je vous explique les différences entre les deux. Les quinquajous est une espèce arboricole nocturne du Costa Rica. Il a longtemps été un peu les casse-têtes des naturalistes parce qu'il s'agit d'un animal qui tient à la fois une tête de singe avec un cul aussi prensile, mais il est tout petit avec justement un petit corps plutôt de félin et une silhouette allongée. Donc on le considère plutôt dans la famille des Proxinidés, comme les coatis, comme les ratons laveurs. Chez cette espèce, ce sont les femelles qui quittent leur territoire familial lorsqu'elles vont atteindre la maturité sexuelle. Puis, bien qu'en petits groupes, des fois ça se forme, il s'agit plutôt des animaux qui vivent solitaires. Ils sont assez territoriaux en plus. Il est strictement nocturne. Il vit dans les arbres, il peut cohabiter avec des singes, mais il s'active que la nuit. Il est doté aussi d'un cou très mobile. Il peut tourner sa tête, un peu comme les cibous, à 180 degrés. Et après, donc, avec une tête un peu plus, qui fait un peu plus peur, je trouve, et des oreilles plutôt pointues. Donc, on a le lingot et le lingot commun, ou lingot de Gaby aussi, est une espèce de lingot très connu au monde entier. Ils se déplacent des fois avec les quinquajous et il s'arrive qu'on les confonde, ces deux animaux. Mais pour lui, il n'a pas la queue aussi grande et on peut dire qu'il est plutôt plus petit aussi et la fourrure est plutôt plus obscure et il n'a pas la queue prensile contrairement à l'autre. Donc c'est ça qui fait la différence. Donc les quinquajous, on les voit aussi la nuit. Et ils adorent les fleurs, c'est des animaux qui vont vraiment contribuer. Ils adorent les fruits également, donc ce sont des animaux qui vont jouer un rôle important, ce qui est la dispersion des fruits. Après, nous avons les deux petits fourmiliers du Costa Rica. Je vous parle en premier du tamandua. C'est un tamanoir de taille moyenne, avec un queue prensile, des yeux, des oreilles et un long museau. Donc lui, il nous fait vraiment penser à un fourmilier. Les myrmidons, quant à lui, des fois on dirait qu'il ne s'agit pas d'un fourmilier, mais il a une tête toute bizarre en tout cas, mais il est incroyable. Le tamandua, il est principalement agricole. Il peut passer la moitié de son temps dans des arbres et il se déplace. Deux fois, je l'ai vu dans mon dernier voyage au Costa Rica. Je l'ai vu partir, il a marché. Il est tellement tranquille quand il marche. C'est des animaux qui s'en foutent, pour ainsi dire, de la présence humaine. Quand lui, il doit se nourrir, il ne pense pas au fait qu'il peut se mettre en danger, il pense qu'à manger. Donc, des fois, on peut le voir très tranquillement. C'est pas un animal qui va vraiment s'enfuir, il passe devant nous, tranquillement, parce que pour lui, le plus important, c'est de manger, en tout cas. Des fois, on les voit par terre, mais il est très maladroit. En tout cas, d'après ce que je peux voir, il n'est pas aussi agile par terre que dans les arbres. Ils peuvent des fois être actifs pendant la journée, ils sont diurnes, nocturnes, mais ils sont réveillés des fois pendant 8 heures d'affilée. Hein. C'est pas comme les paresseux qui dorment énormément. Lui, il se nourrit principalement d'insectes, et des fois, on les entend faire des sifflements bizarres, et même produire une odeur très puissante par la langue annulée pour pouvoir communiquer avec les autres. Et en ce qui concerne les myrmidons, on n'est pas à confondre les mots myrmidons avec le mot de la mythologie grecque, parce que les myrmidons étaient le peuple grec qui, dans l'Iliade d'Homère, participait à la guerre. Mais non, c'est pas ça. Les myrmidons, celui-là, lui est une espèce de famille des cyclopéens pédidés, donc
même si ça nous fait penser aux cyclades, donc faisons attention. On les connaît aussi sous le nom de fourmilier nain. Il est plutôt, bon, principalement arboricole, il a une queue prensile, il est assez petit, entre 32 à 52 cm de long, et il est couvert d'une fourrure brune dorée. Il est nocturne et il ne descend presque jamais au sol. Ça, c'est très très rare. Il doit tout rouler en petites boules, tout serré au milieu des branches et des lianes, et c'est une espèce très très menacée. Alors, il essaye de se protéger en cachant la tête derrière les griffes des pattes intérieures, et ben, voilà pourquoi il devient aussi un peu solidaire. Il est très très timide, donc c'est pas une espèce qu'on verra facilement. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu. Quand j'ai vu, c'était parce qu'il était mort par terre à cause de voitures. Et nous avons deux espèces de pécaris au Costa Rica. Nous avons les pécaris à collier. Ce sont justement les deux espèces. Ce sont des animaux qui ressemblent plutôt à des cochons, mais avec un pelage plutôt grand. Et au-delà de leur apparence, ils sont justement des animaux assez importants pour la nature. Ils jouent un rôle très important vu qu'ils se nourrissent de beaucoup de fruits. Ils vont disséminer aussi beaucoup de fruits, beaucoup d'espèces végétales en tout cas. En ce qui concerne le pécari à collier, ils restent des fois tout ensemble, dans un grand groupe, tous près des autres. Il y a rarement des jalousies entre l'espèce de pécari à collier ou pécari tayaku. Ils aiment bien les habitats avec une forêt assez dense, et en cas de danger, ils se défendent avec leur défense. Puis ils se mettent une forte odeur nauséabonde grâce à des glands situés derrière les yeux et sur les dos. Donc, des fois, quand on essaye de s'approcher et qu'ils se sentent en danger, c'est un peu comme les moufettes. En tout cas, ça va faire une odeur très répugnante. Ils sont plutôt omnivores et ils mangent des racines, des tubercules, des noix, des herbes, des invertébrés aussi, des vers de terre, des petits lézards, des fois, quand ils en ont besoin. Et on les a vus en train de manger des serpents. Euh, donc, ce qui est intéressant. Et des fois, quand il fait trop chaud, ils vont se nourrir que le matin ou le soir, parce que, justement, pour un peu économiser l'énergie. Et on ne doit pas confondre les pécaris à collier, celui que vous voyez un peu la petite tache qui fait une sorte de collier, le pelage un peu plutôt clair vers sa nuque, avec les pécaris qui a les lèvres blanches, donc à lèvres blanches, on voit plutôt les pélages plutôt blancs derrière sa bouche. C'est une espèce euh, justement du genre Tassayou, la sole existante en tout cas en Amérique, du genre Tassajou. C'est un animal qui va peser entre 25 à 40 kilos et qui peut vivre jusqu'à 13 ans dans la nature. Son pelage est plutôt grossier comparé à l'autre espèce, et il a un comportement un peu plus différent. C'est une espèce qui a besoin des grandes zones boisées pour maintenir les populations viables, notamment dans la forêt plutôt semi-pérenne et la forêt faiblement inondée, un peu comme dans le Corcovado. On les remarque souvent proches des lots, donc ils aiment bien l'eau, et on ne les retrouve pas dans les forêts sèches, en tout cas pas quand il n'y a pas de rivière. Euh, Cette espèce va parcourir des longues distances et des fois, on le voit, des fois, on ne le voit pas. C'est pas aussi commun que l'autre. Il vit dans des groupes appelés des ardes qui peuvent atteindre jusqu'à une centaine d'individus. Euh, dans d'autres pays, ça va de 10 à 300 individus selon l'habitat. Et les groupes peuvent se diviser en sous-bandes plus petites pour partager justement un domaine vital. Et il tolère peu les êtres humains. Il évite justement les zones très peuplées. C'est un animal très intelligent. Puis nous avons les opossums. Les opossums sont de la famille des Lidelphidae, sont de la famille des marsupieux d'Amérique. Ce sont des espèces, on en a quelques-unes au Costa Rica. En tout cas, celle-ci est l'une des plus connues, l'une des plus belles aussi. La majorité, ce sont des animaux arboricoles avec les pattes prehensile, qui sont pourvus des griffes très robustes, ce qui va leur permettre de pouvoir se tenir aux arbres. Ils sont plutôt nocturnes, en tout cas celui-là, l'opossum aux quatre yeux, et il est un très très bon mangeur. C'est une espèce plutôt solitaire, et quand les femelles mettent bas, ils vont durer entre 8 à 14 jours avec la gestation. En tout cas, on les retrouve plutôt dans les zones humides, dans les cours d'eau. C'est incroyable comme animal.
Et puis, voilà, nous avons les ratons laveurs. C'est un animal incroyable, un animal plutôt carnivore, bah, et aussi omnivore, si on peut dire. Je ne sais pas si vous pensez comme moi je trouve qu'il a une tête un peu de bandit, de malin, parce qu'il a un masque facial qui le fait tout mignon. Il était introduit, c'est une espèce qui était introduite en France, classée comme espèce exotique envahissante dans d'autres pays en dehors de l'Amérique latine. Et je vais juste vous montrer une petite vidéo aussi. Et comment ils pêchent. Quand il s'agit de pêcher, les ratons laveurs se fient peu à leur vue ou à leur odorat. Ces animaux ont un certain doigté. Le sens le plus important pour un raton laveur, c'est le toucher. Les paumes de leurs pattes avant sont recouvertes d'une peau qui devient plus souple et plus sensible lorsqu'elle est humide. Voilà comment un malheureux crustacé devient la cible d'un bourreau aux pattes expertes. Les pattes du raton laveur possèdent des terminaisons nerveuses aussi sensibles que les moustaches d'un chat. Elles lui disent si une chose est comestible. La partie de leur cerveau dédiée au toucher est plus importante que celle des chats ou des chiens. Il n'est pas à l'abri de se faire pincer. Mais un tel festin en vaut la peine. Voilà, donc c'était justement pour montrer comme ces animaux chassent, ils ont des doigts tellement sensibles, donc je voulais partager avec vous ceci. Maintenant, parlons d'une espèce très connue, très appréciée également des touristes. Il s'agit des coatis. Donc cette fois, je vous parle plutôt des coatis un nez blanc, une espèce justement qui se trouve dans le groupe des omnivores de la famille Proximidae, et il fait aussi partie des carnivores. On les trouve principalement en Amérique centrale. Les femelles vivent quant à elles, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, ça c'est que des femelles elles vivent en groupe et toute l'année, tandis que les coatis mâles sont plutôt des solidaires. L'ensemble de l'espèce se retrouve justement tous les 6 mois pour la reproduction. Et puis les coatis vont pousser des cris stridents, des fois c'est comme ça qu'on les trouve dans la nature. Il apprécie les petits vertébrés, les fruits, les charognes, les insectes, les œufs, il mange tout. Et il peut grimper facilement dans les arbres. Des fois on entend un petit bruit comme ce sont eux qui sont dans les arbres parce qu'ils font vraiment preuve d'équilibre, ils sont incroyables. Mais ils préfèrent chercher la nourriture plutôt par terre. Les structures sociales de ces animaux est plutôt matriarcale, donc c'est la femelle qui va dominer le groupe. Et les mâles, ils vont avoir justement, ils vont être exclus du groupe à l'âge de 2 ans. Donc une fois qu'ils ont 2 ans, bam, tu pars d'ici, on ne te veut plus parce qu'il peut devenir un danger pour le petit bébé. Des fois, ils sont tellement jaloux quand ils ont leurs hormones un peu activées. Des fois, ils vont être un danger pour les plus petits et pour d'autres femelles. Et passons maintenant à la loutre d'Amérique du Sud. C'est une espèce plutôt opportuniste qui se nourrit principalement de poissons. Des fois, elle va consommer aussi des crustacés, des écrevisses, des crabes, des mollusques. Et il se nourrit plus rarement d'insectes, d'oiseaux ou des reptiles et des petits mammifères parce qu'il vit principalement dans l'eau. C'est une espèce qui est connue comme la loutre d'Amérique du Sud, loutre aussi d'Amérique centrale, et on la connaît aussi comme la loutre du Costa Rica, en fait. Il s'agit des animaux solidaires, et solitaires, plutôt aussi solidaires. Donc, des fois, ils partagent rarement avec leurs petits, mais maintenant, on a les chauves-souris. Donc, comme je vous ai déjà dit, nous avons 116 espèces différentes dans notre pays. Je vais choisir celle-ci juste parce que j'adore. Il y a beaucoup d'espèces qui vont se nourrir d'insectes, d'autres qui ne mangent que des fruits, d'autres qui pêchent, qui ont justement les pattes adaptées et la taille adaptée pour ça. Il y en a d'autres qui vont chasser des grenouilles, par exemple. Et
très rarement, parmi toutes les espèces que nous avons au Costa Rica, les 116, il y a seulement 3 espèces qui vont se nourrir de sang. Donc, même oui, s'il y a des mythes par rapport à ces animaux, et qu'on dise qu'il s'agit des vampires, non, ce ne sont pas tous les chauves-souris qui sont des vampires. Elles sont plutôt gentilles, les chauves-souris. Alors, il faut arrêter avec ça. Euh, et quand ils vont se nourrir de mammifères, c'est plutôt des mammifères sauvages, pas de l'être humain, comme on nous a fait croire à cause des films d'horreur, en tout cas. On peut dire aussi que les chauves-souris, ce sont les 12e groupe, les 12e ordre les plus importants des mammifères au monde, avec 896 espèces justement sur la planète. Et puis, cette chauve-souris-là, elle a son nez allongé, je le trouve toute mignonne, et ça fait penser à une toute petite trompe. Et elle a les dos marqués, tels que vous les voyez, par 2 lignes blanches. On le trouve des fois en des grandes colonies, jusqu'à 100 individus. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir plutôt une trentaine au maximum. Des fois, c'est des 3 à 45, mais c'est rare d'en voir plus. Et on les trouve des fois posés sur une file, surtout des piles, les uns après les autres. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo là, pour le voir de deux manières. Et voilà, ce sont des animaux d'activité plutôt nocturne, donc ils se posent sur des branches et ils vont se camoufler, mais c'est incroyable, c'est très rare à les trouver. Puis nous avons le paca. Le paca, Onyculus paca, est un grand rongeur de la famille des Cuniculidae, que l'on rencontre en Amérique tropicale, subtropicale, donc c'est-à-dire de l'Amérique du Sud jusqu'au Mexique, ou des hauts du Mexique jusqu'au Paraguay. Ils sont plutôt nocturnes, ils n'apparaissent ces animaux qui vont sortir à des heures précises, plutôt après les couchers de soleil, et vont passer justement plutôt comme en sorte enterrées, si on pourrait ainsi dire, cacher la journée dans des captivités qu'elles vont creuser, qu'ils vont creuser, parce que c'est le paca, et dans certaines, justement, à boucher des feuilles, les pacas vont vivre en couple, ce sont des animaux monogames, et qui vont partager un territoire commun, mais quand il s'agit de se nourrir, chacun va de son côté, en tout cas de manière séparée, pour ne pas se mettre en danger. Et puis, ils adorent les fruits, en fait, ils adorent les fruits. Malheureusement, au Costa Rica, c'est des animaux qui étaient très, très chassés par leur viande tendre et savoureuse. Et bien sûr, pendant la journée, les chasseurs, ils allaient avec leurs chiens qui pouvaient trouver facilement la tanière. Et c'est des animaux qui courent pas si vite, donc c'était des animaux très faciles à trouver. Donc maintenant, c'est une espèce qu'on essaie de protéger. Il est facile à confondre ces animaux avec l'agouti, mais contrairement aux paquins, les agoutis sont plutôt durs. Ils sont solitaires, mais des fois ils vivent de temps en temps dans des groupes. Ça peut aussi arriver. Il va vivre deux fois dans son terrier. Et justement, les agoutis sont des herbivores. Ils ne sont pas difficiles. Ils vont tout manger, en tout cas. Ils font pas ils font pas les délicats, ils aiment bien tout. Et des fois, ils sont tellement intelligents, ils sont tellement malins qu'ils vont suivre les primates ou des singes. Et là où il y a des singes qui laissent des petits morceaux tomber, bah là, il y aura des agoutis en train de récupérer ce qui est par terre. C'est intéressant aussi à voir. Puis nous avons le porc-épic. Le porc-épic prend aussi le mexicain. C'est un porc-épic agricole, au contraire de celui de l'Afrique. Il est plutôt dans les arbres. C'est un animal plutôt nocturne. Enfin, on le trouve. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises. Donc une était pendant la journée. Donc il dormait. C'était à Guanacaste. Et l'autre, c'est quand il se réveillait pendant la nuit. Donc vraiment au crépuscule, quand il y avait encore un petit peu de lumière. Il est plutôt végétarien, il aime bien les fruits, les feuilles, les graines. Et quand la femelle doit se reproduire, elle donne naissance comme tout petit. Et c'est un animal plutôt en déclin parce que il a besoin de certaines espèces d'arbres spécifiques. Et bon, avec la déforestation, il en souffre les conséquences. Puis on a l'écureuil multicolore. C'est un écureuil des fois solitaire, il niche dans des grands arbres des fois. Il aime bien, quand il y a deux branches ensemble, il y a la jonction des branches, il aime bien faire son nid là. Ils sont plutôt diurnes, très actifs le matin, ils adorent le fruit et ils sont très très agiles. Donc, mais moi j'ai choisi cette espèce seulement pour vous parler du fait qu'il s'agit d'un écureuil qu'on va trouver dans différentes couleurs. Des fois on a tendance à croire qu'une espèce doit avoir la même couleur tous les temps. Non, ça peut aussi varier et dès là il a son nom. Puis nous avons les dauphins longirostres, ou longirostres. La plupart de ces dauphins vont chasser plutôt la nuit. Ils vont capturer des petits poissons,
Et après, il aime bien les calamars, les crustacés, et une fois, ils vont très profond dans l'eau, donc ils sont pas si faciles à apprécier pendant la journée. Euh, et ce sont justement des animaux incroyables. Puis, nous savons la baleine à bosse. Moi, j'ai fini cette présentation avec cette espèce euh, parce que le Costa Rica a été classé par la National Geographic comme l'un des top 10 meilleurs endroits au monde pour observer les baleines. Donc, il est très facile d'observer la baleine à bosse car il s'agit d'une espèce plutôt sociable et il s'approche plus facilement des embarcations que les autres espèces qu'on trouve au Costa Rica, en tout cas. Et puis, elle aime bien sauter en dehors de l'eau des fois, donc ça la rend plutôt visible comparé aux autres. Donc chaque année, il y en a des 500 à 1000 spécimens individus qui arrivent sur les côtes du Pacifique du Costa Rica et on la reconnaît justement par sa taille. C'est une baleine qui peut mesurer 14 mètres, qui peut peser 25 tonnes et les motifs au niveau de sa gueule aussi sont uniques à chaque individu, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître des autres. C'est une des espèces marines qui migre le plus. Elle peut réaliser jusqu'à 25 000 km par année. Donc elle quitte les eaux froides de l'Arctique et de l'Antarctique afin de rejoindre les eaux chaudes du Costa Rica dans le but de se reproduire.